Messieurs, dames, Tanguy Koki. Mesdames et messieurs, merci de suivre cette émission Face à Face, un nouveau numéro. On parlera essentiellement constitution politique. Et pour ça, je reçois, il est technocrate, mais aussi politique, promoteur des écoles en République démocratique du Congo, ancien directeur, en fait pas ancien, on va dire directeur à l'OCPT, non, SCPT, qui est devenu, on va dire l'ancien ONATRA, ancien ministre, plusieurs fois ministre au gouvernement de Badibanga, Ilukamba, puis beaucoup d'autres gouvernements, Chibala. Il était plusieurs fois ministre. Aujourd'hui, il est membre de l'Union sacrée, président du Parti travailliste. Il est encore une fois, je dis président du Parti travailliste et élu autrefois Tchangou, maintenant Mwamba. Ça veut dire qu'il a une culture parlementaire assez élevée, mais en même temps, il est patriotique 2023. Alors, sa personnalité, elle est controversée aujourd'hui parce qu'on l'accuse d'avoir été longtemps avec Kabila, qui serait même en train d'aduler l'ancien président Kabila. Aujourd'hui, il devient un véritable bouclier du président Félix Tshisekedi, au point même de lui accorder 2 ans de plus, sinon septennat au lieu de quinquennat, du quinquennat. Alors le débat est ouvert. Je reçois Steve Mbikai ici. Actuellement, il est honorable. Comment allez-vous, cher honorable? Je vais très bien, mais il faut corriger. Il ne faut pas dire que j'ajoute 2 ans président Tshisekedi. Ça n'a pas des rapports du tout Oui, avec lui. septennat. Donc vous Septennat. ajoutez 2 ans du mandat, en fait. Au mandat, mais pas lui. Pas lui, mais un Pas an de lui. mandat. Alors, aujourd'hui, comment vous vous sentez aujourd'hui dans la peau d'un ancien ministre et d'un député? Et vous avez fait le tour de toutes ces choses-là. Tantôt vous êtes à l'exécutif, tantôt au législatif. Est-ce que ça vous a permis d'appréhender les véritables questions de notre existence en RDC? Absolument. C'est pour cela même que je suis en train de faire toutes ces propositions. Alors, j'aimerais expliquer un peu aux gens le contexte dans lequel j'ai fait des propositions. Les gens pensent que si on se réveille un matin, eh bien, je dis il faut qu'on ajoute 2 ans. Non, avant même d'y arriver, avant d'arriver là-bas, parce que c'est la grande question, je voudrais vous poser une question directe que tout le monde se pose. Pourquoi les Congos ne se développent pas? Vous avez été plusieurs fois ministre, aujourd'hui vous êtes député, vous êtes un homme politique. Pourquoi le Congo ne se développe pas? C'est ça, cette question-là qui m'a poussé à pouvoir faire toutes ces propositions. Allez-y. C'était dans quel cadre? J'étais invité, n'est-ce pas, à faire une conférence, intervenir à une conférence qui est organisée par une structure qui soutient le chef de l'État. Alors, on m'avait demandé de faire présenter les réalisations du chef de l'État. J'ai refusé. J'ai dit non, moi je vais parler de 3 ans après, le président Tshisekedi face à la problématique de besoins fondamentaux des Congolais. Et c'est en réfléchissant sur cette thématique que je suis arrivé à cette histoire de passer de quinquennat au septennat. Quelle est la genèse? Ça fait déjà environ, ça fait 1 année que j'avais initié une pétition en vue d'obtenir une révision constitutionnelle. Pour quelles raisons? Je me suis rendu compte que notre constitution a créé tellement des institutions budgétivores qui font que l'argent de l'État est dilapidé gratuitement, pour rien. Pour des institutions qui n'ont aucun impact sur la vie des Congolais. Il s'agissait de revoir la Constitution pour supprimer le Sénat, le Conseil économique et social, le CENSA, là c'est par une loi organique, hein, c'est pas par la Constitution. Il y a le CESAC, Assemblée provinciale et autres. Parce qu'au niveau de mon cabinet, on a fait une étude. Vous avez même parlé de CNDH? CNDH aussi, même la CENI. Quand on a fait le calcul, on s'est rendu compte que ces institutions bouffent environ 200 millions de dollars par an. Mais pour rien, parce que on peut, si vous voyez bien l'article 68 de notre constitution, par les institutions de la République, nous avons le président, nous avons le Parlement, causes et tribunaux, voilà. Mais ici, nous avons par exemple la CENI, et joue le rôle que jouerait le ministère de l'Intérieur. Nous avons donc la CNDH,
Commission nationale des droits de l'homme, qui joue le rôle du ministère des droits humains. Nous avons le CESAC, qui joue le rôle du ministère de la communication. Ce sont des doublures pour rien. Alors, nous avons et le Sénat? Le Sénat, c'est aussi je peux dire, une doublure au Parlement. Pourquoi? Parce que le Sénat fait double emploi avec l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, quand il y a des lois, il y a divergence sur des lois, eh bien, c'est la position de l'Assemblée nationale qui passe. Alors, on s'est dit que ben, ça peut ne pas exister, on va fonctionner. Alors, cet argent, on peut l'affecter au secteur, au développement. On s'est rendu compte que notre pays, la politique bouffe beaucoup d'argent par rapport au développement. Encore qu'il y a même des dépassements budgétaires à la primature, à la présidence, à l'Assemblée. Et à côté de ça, il y a autant de structures qu'on est en train de soutenir financièrement pour rien. Alors cet argent, on peut l'injecter d'abord avec 200 millions par an. Ça nous fait 1 milliard pour les 5 ans. Alors que nous avons un problème important ici au Congo, notamment dans l'est du pays. Le pays est agressé par des petits pays que vous connaissez. Il y a les rebelles étrangers qui viennent chez nous créer la désolation. Les États étrangers qui viennent chez nous nous attaquer pour nous piller. Mais on doit autant investir dans la défense. Vous savez, j'ai consulté le prix des chars de combat. Le char de combat marque française, il y en a qui vous coûte 8 500 000. Marque américaine, donc 5 300 000. Marque donc russe, 3 millions. Mais avec 100 millions de dollars, 200 millions, on peut avoir autant de chars. Parce qu'on doit, c'est sûr, armer pour nous protéger. Comme on est convoité. Mais cet argent peut servir, une partie peut servir à la défense, mais l'autre partie peut être injectée dans les secteurs, n'est-ce pas, productifs, comme l'agriculture, le levage, la pêche, afin qu'on puisse avoir une certaine autonomie sur le plan alimentaire. Ça, c'est un fait. Vous voyez? Donc, l'objectif, c'est d'avoir deux moyens qu'il faut affecter à des secteurs porteurs de croissance, de développement. Parce que vous estimez que ça... Mais alors, pour la question du Sénat, avant d'aller plus loin, il y a eu un bémol. Les gens disent, c'est tout simplement contre M. Bahati Lukwebo que vous avez proposé ça, parce que vous ne vous êtes pas entendu, ça n'a pas marché, et vous lui réglez de compte. Est-ce que vous, c'est l'homme qui vous inspire, ou c'est plutôt les problèmes sociétaux qui vous inspirent à avoir ces propositions? Vous savez, j'ai commencé avec l'histoire, la situation du Sénat avant même que M. Bahati fût élu président. Il y a des tweets. On peut chercher sur mon compte Twitter. On verra que quand il y avait eu problème de corruption pour l'élection des sénateurs, j'avais même demandé que cette histoire soit supprimée. J'avais donné l'exemple de Macky Sall, qui avait supprimé le Sénat. Et avec cet argent, il avait créé une centrale solaire pour donner le courant, l'électricité à sa population. Et à cette époque, M. Bahati n'était pas président. Mais aussi, vous savez, il y a ce qu'on appelle, je suis ancien syndicaliste, hein, il y a ce qu'on appelle intangibilité des droits acquis. Quand je demande qu'on supprime, c'est pas tout de suite. Hein. Il y a ces sénateurs ont déjà des avantages, sont des droits acquis. Donc, quand je demande qu'on supprime, c'est applicable à l'autre mandat. Ce sera même indécent pour nous, par exemple pour le mandat de 5 à 7 ans, d'allonger nos mandats. Mais c'est même immoral. Non, on n'a pas bien compris. Donc, rien à voir avec le conflit qu'il y a eu entre moi et Bahati suite à sa tricherie. Ça a dû passer. Donc, ça, c'est une démarche républicaine, question de faire, tout simplement. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on est arrivé à cette histoire de la Constitution, de mandat? Parce que tout, c'est la Constitution. Hein, non, parce qu'avant d'arriver d'abord au niveau de mandat, vous avez encore parlé de la révision constitutionnelle. En fait, avant de 5 ans, vous avez d'abord parlé de la révision du système, un peu comme nous le disions déjà dans le temps, il faut qu'on ait un système président, par la 4e République et tout le reste. Le front même patriotique pour soutenir Fachi. Je me rappelle que vous avez même demandé à la classe politique, ceux-là qui bénéficiaient des avantages politiques directs venant des Fachi, de se prononcer directement qu'ils n'auront qu'un seul candidat, et c'est Fachi. Vous étiez le premier à dire que Fachi serait votre candidat en 2023. Est-ce que par opportunisme politique, par conviction politique, ou par calcul tout simplement? Oui. Quand j'aborde cette question de la Constitution, je ne veux pas entrer dans les débats trop politiques.
des débats très politiques, des candidats patriotiques. Non, ici, c'est un débat qui concerne tout le monde, mais quand même, vers la fin, je pourrais y revenir. En fait, tout au départ, je pensais à une révision constitutionnelle. Mais pour le moment, je suis carrément pour le changement de la Constitution. Je voudrais qu'on passe à la 4e République. Donc, on doit concevoir, on doit avoir un débat à l'Assemblée nationale. Et après, on doit mettre une commission qui va faire un projet d'une constitution qu'on va soumettre au référendum. Alors, on m'a dit, ça va coûter cher, le référendum. Donc, et d'ailleurs, à une année des élections, on ne peut pas revoir la constitution. Mais non. Moi, je propose que ces projets soient soumis au référendum, couplés avec les élections 2023. Ah, ça sera pas très compliqué finalement. Pas très compliqué. Parce que si il faut aller au référendum de façon séparée, ça va coûter cher. Mais par contre, si on soumettait ces projets, n'est-ce pas, à l'approbation du peuple, à travers le jour de l'élection même, ça ne sera pas grand-chose. Mais est-ce que ça ne sera pas surcharger un processus qui déjà a du mal à marcher? Mais pas du tout. Poser la question par oui ou non, répondre par oui ou non, tout simplement. Alors, pour ceux qui disent que c'est cher, non. Si on met ça ensemble, ça ne sera pas cher. Et puis, quand on va voter la Constitution, c'est applicable au mandat prochain. Donc, les gens ont cru que je voulais qu'on ajoute 2 ans à Tshisekedi parce que je suis proche de lui. Que non, c'est pas ça. Mais la complication sera aussi, honorable, si vous permettez, si on y va dans cette logique-là, ça veut dire qu'on le fait le même jour, il y a référendum, oui ou non, et le jour où on élit le président, on élit carrément une nouvelle constitution, nous entrons directement dans une nouvelle république, ce qui veut dire le premier mandat de Fachi est absorbé dans le passé. Et donc Fachi aura droit à 2 mandats, si jamais vous le concevez comme ça, il aura droit à 2 mandats, et donc quand il fera 2 mandats, il aura en réalité fait 3 mandats. Et si on va dans votre logique de 7 ans, ça veut dire que Fachi aura fait carrément 21 ans. Parce qu'il va faire 7 ans, plus 7 ans, ça fait 14, plus le 5, ben on est dans pratiquement 22 ans. Bon, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un débat qui concerne les hommes, comme moi j'ai dit. Je suis d'abord au niveau de principe. Et rien n'indique que c'est lui qui va passer, rien n'indique que c'est lui qui va encore passer l'autre mandat. Parce que la Constitution doit être impersonnelle. On ne peut pas la tailler sur mesure de quelqu'un. C'est pourquoi j'ai dit, si ça passe, n'est-ce pas, on va l'appliquer au mandat prochain. Donc, on ne sait pas qui sera président, qui sera député. Vous voyez? Alors, la 4e République va commencer avec des animateurs qui seront issus, n'est-ce pas, ces élections. Le président qui va venir, c'est lui qui va promulguer la constitution qui sera votée au référendum. Vous comprenez que la démarche est tout à fait impersonnelle. C'est pourquoi je suis arrivé à 7 ans. Comme je démontrais pour les institutions objectivores, si on les supprime, on peut économiser environ $1 milliard par an. Et quand on passe de 5 à 7 ans, parce que j'ai pris l'exemple de 2018, on a dépensé environ 1 milliard 200 millions pour les élections. Cela veut dire que chaque année... Et si on doit le faire dans chaque 5 ans, chaque année, on a 120 millions de dollars par an. Et si nous passons de 5 ans à 7 ans, donc on aura 240 millions de réserves. Et si on ajoute ça, n'est-ce pas, l'argent qui sera dégagé à la suppression aux institutions, on a plus d'1 milliard. Et le port en eau profonde de Banana nous coûte 1 milliard. Mais voilà qu'il y a 1 milliard comme ça qu'on jette par la fenêtre en payant les gens qui ne produisent rien du tout pour le pays. Alors, mais votre collègue ministre, à l'époque où vous étiez ministre, le professeur Luzolo Bambi, disait déjà en son temps que 15 milliards de dollars se perdaient en République démocratique du Congo dans la corruption. Pourquoi ne pas trouver l'argent là-bas que dans la suppression des institutions qui, au-delà de tout, font la beauté de notre démocratie ou la beauté de notre architecture démocratique? Rien du tout. C'est complémentaire. Okay. Parce que dans mon raisonnement, quand on devenir, il n'y a pas que la suppression, il n'y a pas que le demande de 5 ans donc, à 7 ans, il y a aussi la bonne gouvernance. J'ai toujours demandé que nous prenions le modèle de Botswana, et qu'on appelle aujourd'hui la Suisse d'Afrique, par sa bonne gouvernance. Il faut que la justice fonctionne, ce qui n'est pas du tout le cas. Et de ce côté-là aussi, on a multiplié autant de juridictions. Et c'est ça coûte cher. On avait la Cour suprême seulement avant. Là, on a la Cour de cassation, Conseil d'État. Ça s'est éclaté à 3 en tout ça, ça doit fonctionner. Il faut le budget pour tout ça. Pour un pays qui est en difficulté, je pense que c'est un peu trop. Et maintenant, depuis que j'ai parlé de cette histoire
de révision de la Constitution ou de passer de 5 à 7 ans. Le peuple est tranquille, mais la classe politique s'agite. Vous savez pourquoi? Pourquoi? D'abord, le peuple n'a jamais profité de ces élections. Il y a eu 5 mandats déjà qui sont passés. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de la population? 3 mandats. 3 mandats. 3 mandats. Oui. Mais par contre, tous ceux qui me suivent doivent regarder dans le quartier. Il y a au moins quelqu'un qui était nulle part, mais grâce aux élections, qui est passé député national. Sa vie a changé. Donc, quand on devient député, on a une voiture, on commence à construire, on devient ministre. Et le peuple, dans tout ça, qu'est-ce qu'il a? Alors, pourquoi est-ce qu'on va dire non, il ne faut pas toucher la Constitution? Qu'est-ce que ça produit par rapport à la population? Oui, mais... Alors, comme les politiciens savent que, avec 5 ans, chaque fois il y a élection, ils passent au pouvoir, ils ont des moyens, et ils s'agitent. Mais revenons sur la question du peuple, cher député, cher honorable, cher ancien ministre, M. Steve Mbikai. La Constitution a beaucoup d'articles qui concernent le peuple directement. Bon, c'est relatif, beaucoup. Mais pourquoi vous ne demandez pas le respect et l'application de ces articles-là? Pourquoi vous visez seulement les 7 ans? Qu'est-ce que 7 ans peut changer ou peuvent changer dans une vie politique d'un pays? Alors que la tendance aujourd'hui dans le monde, c'est même la réduction des années. Au lieu de 7, il y en a qui parlent de 4, il y en a qui parlent de 3. Le mimétisme. Vous savez, dans les pays occidentaux, il y a 4 ans, 5 ans, quand le président arrive, il trouve que tout fonctionne. Il y a les routes partout, l'administration fonctionne. C'est pas le cas chez nous. C'est pas le cas chez nous. Donc, il faut pas copier les choses aveuglément comme ça. Et c'est comme si on a copié cette histoire de régime semi-présidentiel. On va y revenir. Donc, mon problème, c'est que, en dépit de ça, il faut aussi la bonne gouvernance. Parce que même si on supprimait, si l'argent est mal affecté, détourné à longueur de journée, la fuite des capitaux. Vous savez que dans 40 ans, l'Afrique a exporté de façon tout à fait illégale ou bien clandestine 800 milliards de dollars pour un continent aussi pauvre. Et cet argent est gardé dans des paradis fiscaux. Et les politiciens sont les champions de ça. Et une fois qu'on est ministre, on est chef de l'État, on est, pas moi, Premier ministre, les gens ont tendance à mettre leurs avoirs à l'étranger. Et ça, c'est un crime. D'ailleurs, je suis en train de penser à une loi qui doit interdire aux hommes politiques d'avoir des comptes à l'étranger. Ça, c'est une haute trahison. L'argent du pays doit servir au pays. Imaginez un peu, depuis Mobutu, tous ces gens-là qu'on a connus, les grands hommes, s'ils avaient investi au Congo, il y aurait combien d'emplois? Mais l'argent est allé cacher ailleurs. Mais est-ce qu'ils n'ont pas peur? Est-ce qu'ils n'ont pas peur de représailles? Parce que regardez la chasse aux sorcières qui arrive quand un pouvoir tombe. Vous chassez les kabylistes, vous chassez les mobutistes. Mais tout le monde a peur. Donc on se dit, dans notre pays, on s'est insécurisé, il faut aller ailleurs. Voilà pourquoi ils vont ailleurs. Parce que vous n'avez pas construit des mécanismes pouvant les attirer de rester là. Non, on a peur parce que c'est de l'argent volé. Alors moi, je disais qu'il faut un moratoire, qu'il faut donner à tous les Congolais, surtout les hommes politiques qui ont l'argent à l'étranger, par exemple 6 mois, de les rapatrier au Congo. Passer ce délai, il faut engager un cabinet spécialiste pour dénicher tous les Congolais qui ont des millions à l'étranger et les confisquer. Tous les Congolais ou tous les agents publics? Les hommes d'affaires, ça peut se comprendre. Mais les acteurs politiques ne doivent pas avoir l'argent à l'étranger. Non. Alors, revenons sur... Alors, si c'était fait comme ça, ok, il y aura de l'emploi. Parce que dans notre pays, il n'y a pas de débat sur l'emploi. Sur l'emploi. Non, il y a autre chose. Ailleurs, quand il y a élection, c'est d'abord combien d'emplois créés. Ici, on ne sait même pas qu'il y a combien de chômeurs, il y a combien d'emplois créés. Mais cet argent-là dont je parle peut aller dans ce sens-là, ok, dans un investissement qui est créateur des emplois. Parce que même si on dégageait l'argent avec la suppression des institutions obligatoires et qu'on arrangeait les routes, quand vous savez, nous avons 153 000 km de routes au Congo, 404, et nous avons 7 400 km de la voirie urbaine. Et nos routes, il n'y a que 3 000 qui sont revêtues. Mais avec ça, on peut ranger nos routes. Même si on donnait de l'eau tous les jours à la population, il y a l'électricité, par exemple. Mais pour y accéder, il faut quoi? Il faut avoir l'argent. Alors, Et l'argent, il faut avoir quoi? Il faut avoir de l'emploi. Alors, en dépit de cela, pour que ça marche, nous devons voir l'industrialisation de notre pays. Parce que si on n'est pas industrialisé, il n'y aura pas d'emploi. Or, pour être industrialisé, il faut qu'on ait un système, un mécanisme qui met fin au système d'exporter nos matières premières à l'état brut.
Il n'y a aucun pays qui s'est développé en envoyant son cuivre à l'état brut à l'étranger, son diamant, ainsi de suite. J'ai parlé du Botswana. Au Botswana, le diamant n'est plus exporté à l'état brut. Il est taillé dans le pays et il y a une valeur ajoutée de 40% sur ce diamant. Si on ne fait pas ça, tout président qui viendra sera désavoué. Déjà, Mobutu était ici, on n'était pas bien, les gens l'ont désavoué. Il y a eu Musée aussi, il y a JKK aussi, il est passé, c'était un diable. Et aujourd'hui, on est en train d'imposer Tshisekedi, on veut que dans 3 ans, qu'il fasse mieux que ceux qui ont fait 20 ans. Alors, dans le seul, il y a vous aussi, parce que vous avez été ministre déjà. Je voudrais revenir sur la question, parce que vous parlez de Botswana. Botswana n'a pas 7 ans. Botswana, c'est vrai, a un système présidentiel que nous voulons ici aussi chez nous, mais Botswana a 5 ans de pouvoir. Je crois 5 ans ou 4 ans, je me rappelle. Mais il faut aller voir, au Botswana, ils dépensent combien, ils ont combien. Nous sommes parmi les 6 pays les plus pauvres de l'Afrique. Hein. Il y a Burundi, il y a tout ça. Nous sommes dans le lot. Oui, mais quel est le lien avec les 7 ans Mais je vais vous expliquer l'histoire des budgets. La démocratie coûte très cher que le développement. Chez nous, la politique et la démocratie nous coûtent plus cher. Mon ami, dites-moi un peu, quel est ce pays d'abord qui s'est développé grâce à la démocratie? Vous en citez un? Non. La démocratie, c'est au bout du processus. Il faut d'abord veiller au développement. Il faut d'abord veiller au vécu quotidien de la population. On a la Chine aujourd'hui, qui est le gagnant du monde aujourd'hui. La Chine se développe. Mais est-ce que vous savez, quand on a élu un président en Chine, on ne connaît même pas quand il est élu. Le peuple voit seulement qu'il y a un président qui est là. Est-ce que vous n'êtes pas sur la voie de rendre Tshisekedi dictateur finalement? Est-ce que moi, je ne sais pas Tshisekedi ici? Parce que les gens ont peur de cette tendance. Ils se disent, mais cette tendance tend vers, quelle tendance? La tendance de dire la démocratie ne développe pas les pays, 5 ans c'est peu, il faut 7 ans, il faut maximiser les recettes, il faut détruire, il faut casser les institutions budgétivores. Pour certaines personnes, vous avez l'impression, vous avez tendance à renforcer le pouvoir entre les mains d'un individu. Ça peut être le président actuel, ça peut être un autre président, mais c'est renforcer le pouvoir à un individu. Oh, heureusement, vous avez dit ça peut être. Hein. Oui, donc, rien à voir avec celui qui est là maintenant. Dans tout ce que moi j'ai dit, on doit légiférer pour l'avenir. Hein. Ça n'a rien à voir avec. Est-ce que vous n'avez pas peur d'inversion dictatoriale? Là, on peut y arriver. Okay. Vous savez, le régime semi-présidentiel ne cadre pas avec la coutume africaine. Il ne faut pas couper les choses comme ça. En Afrique, tous les régimes sont présidentiels. Même quand sur papier, on dit que c'est régime semi-présidentiel, c'est présidentiel. Vous n'avez qu'à voir chez nous ici, depuis qu'on a commencé avec des régimes précédents. Mais maintenant, vous pensez qu'on soit dans un régime semi-présidentiel? Dans les faits, que non. Le chef de l'État a beaucoup de pouvoir. Est-ce qu'on parle même du Premier ministre? On n'en parle même pas. Donc, comme on dit, les faits pressionnent le droit, eh bien, on n'a qu'à rendre ça, donc formaliser ça. Donc, chez nous, quand il y a un problème, c'est le président. Alors que la Constitution dit que ce n'est pas lui, c'est plutôt le Premier ministre. Alors, cette dichotomie, comment on la vit? Non, mais c'est comme ça que j'ai dit. Hein. D'abord, même, si vous voyez sur le plan des pouvoirs, le président a beaucoup de pouvoirs, pas pour le Premier ministre. Même en matière de gouvernance, c'est un fait qui est là qu'on peut juste concrétiser dans notre Constitution. Vous savez, donc chez nous, en Afrique, c'est celui qui est le chef suprême des armées qui a les pouvoirs suprêmes. C'est lui qui s'impose. Donc ça ne sert à rien. Et moi, je crois pensez à un système présidentiel? Moi, je pense que ça va aider le système à développer le système présidentiel. Et quand vous placez un système présidentiel, il faut renforcer le mécanisme de contrôle des élections. C'est-à-dire, si la personne est là et qu'il devient fou parce qu'il a ses pouvoirs, dans 5 ans, dans 7 ans, eh ben, il va partir. Il faut que l'élection soit transparente. Il faut que le jour même des élections, avant la fin, vers 20 h, qu'on sache qui a gagné. De sorte que même si vous mettez votre enfant comme celui qui organise les élections, eh ben, vous ne serez pas triché. Alors, il faut que le président ait ses pouvoirs. D'ailleurs, il a ça en pratique. Dans tous les pays africains, c'est comme ça. J'avais fermé la parenthèse pour vous dire qu'en Afrique, tous les chefs d'État sont désavoués. Parce que la misère est présente partout. Parce qu'on n'aborde pas des questions essentielles, comme ce que j'ai dit là. Donc, de mettre fin au système colonial économique qu'on nous avait laissé. Parce que le colonialisme avait passé un système, n'est-ce pas, qui nous rend toujours dépendants de l'étranger. Vous voyez à quel point l'homme blanc est méchant. On crée la Gécamine dans le Katanga pour exploiter le cuivre notamment. OK? Et on crée la SNCC pour transporter le cuivre, l'amener à Ilebo.
Et l'ONATRA, pour prendre le cuivre à Ilebo sur la Kinshasa, qui m'a dit, mais quel long voyage! On dépense trop. Et pourtant, si on avait créé à côté une industrie qui fabriquerait des fils électriques avec des cuivres, par exemple, on dépenserait moins. Mais ils ont pensé à leur économie. Parce qu'on là-bas, là chez eux, ok, transformé, on crée de l'emploi pour leur population, les entreprises payent les impôts, les travailleurs payent, n'est-ce pas, l'impôt sur le revenu. Ah, il faudrait l'Afrique, et ça c'est un combat à mener au niveau continental. Parce que ceux qui l'ont tenté seuls ont été tués, notamment Kadhafi, notamment Thomas Sankara. Il faut que l'Union africaine étudie comment est-ce qu'on doit arrêter cette histoire, qu'on puisse prendre nos matières premières et qu'on nous impose des prix et que ça parte ailleurs. Même les grumes, on est incapable même de fabriquer des cure-dents. Alors, mais est-ce que vous pensez que tout ça peut être, on peut résoudre ça en changeant des constitutions? Non, moi je vous ai dit, le problème pour moi, ce n'était pas la constitution d'abord, c'est comment faire pour répondre aux besoins vitaux de la population. Oui. Et c'est ça qui m'a mené à parler notamment de la constitution. Donc vous pensez pour que la la constitution est suppression, un élément important oui, pour une démocratie? notamment aussi. Ok. À part la gouvernance, n'est-ce pas, qui doit être améliorée, la lutte contre la corruption et autres, il faut maintenant affecter de façon judicieuse le peu que nous avons. Très bien. Alors, à mon avis, c'est mal affecté parce qu'il y a redondance des institutions. Très bien. Je reviens pour que l'on se comprenne très bien et que le peuple nous comprenne. Je voudrais qu'on revienne sur la question de la Constitution. Honorable Mbikaï, qu'est-ce que vous reprochez à cette Constitution qui a fait 16 ans? Les historiens de la Constitution, qu'on appelle des constitutionnalistes, disent que c'est l'unique Constitution qui n'a jamais, été changée depuis 1960 et dont la longévité a été approuvée. D'autres estiment par contre que c'est au niveau même de la sous-région, c'est la constitution modèle que l'on nous dit, qui a juste eu une ou deux modifications. Vous, qu'est-ce que vous reprochez à cette constitution? Parce que vous, pourquoi? Parce que vous êtes parlementaire, vous avez l'expérience gouvernementale, donc vous avez dû vivre ça dans la pratique. Pas que dans la théorie, mais dans la pratique. Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, la révision de la 5e République française de 1958 a été révisée à ce jour 26 fois. Et quand vous prenez ce 62 ans, divisé par 26 fois, vous verrez que c'est presque tous les ans qu'il y a eu révision constitutionnelle. C'est pas une Bible. On doit l'adapter aux circonstances du moment comme ce que je viens de dire. On a fait déjà 16 ans, on a vu qu'est-ce qui ne marchait pas dans la Constitution, eh bien, on peut améliorer, et réviser ou changer. Mais moi, je veux carrément qu'on change. Alors, si on change, parce que le projet qu'on a fait pour cette Constitution, il y avait beaucoup de pesanteurs, des étrangers. À l'époque, il y avait les SIAT, où il y avait les ambassadeurs qui avaient l'influence sur la République. Nous avons les belligérants, ainsi de suite. Maintenant que nous avons un pouvoir qui est issu, n'est-ce pas, des élections, qui est démocratique, on peut repenser une autre façon de régenter la République à travers une nouvelle constitution. Alors, si on prend quelques points, par exemple, je vais prendre comme ça de façon emportée. Comment dans la nouvelle République, selon vous, la 4e République, comment vous allez définir les libertés et les droits fondamentaux du peuple? Mais ça, par rapport à innover, par rapport à ce qu'il y a d'ici. Ça, ce sont des points qu'on ne touche pas. Okay. Et c'est presque pareil partout. Ça, on ne touche pas. Ça demeure. Oui. Ça va demeurer. On peut juste voir un peu l'article 10 en ce qui concerne la double nationalité qu'on doit reconnaître, à mon avis, on doit la reconnaître, parce qu'en pratique, on l'a reconnue. Tout ce qu'on va faire, c'est adapter ces constitutions aux réalités. Parce que nous avons des députés qui sont des Français, des ministres qui sont des Américains, qui sont des Juifs, qui sont des Belges, mais qui sont là. Mais il faut tout simplement formaliser ça en changeant l'article. Vous avez quelle nationalité? Bon, elle est unique, moi je suis congolais, tout simplement. Est-ce qu'on peut voir votre passeport? Oui, je vais vous montrer. Et moi, je suis nationaliste. Hein. Vous savez, à l'époque, j'avais un compte à la Bébel en Belgique, parce que chez nous, les banques ne fonctionnaient pas. Depuis qu'elles fonctionnent, j'ai clôturé tous mes comptes à l'étranger. Je ne peux pas garder mon argent à l'étranger pour qu'il serve l'économie étrangère. Et ceux qui les font ne sont pas nationalistes. Il faudrait qu'il y ait vraiment une loi pour faire en sorte que tous ceux qui ont des comptes comme ça à l'étranger ne pourront pas accéder encore aux fonctions publiques. Hein. Alors, pour vous, toujours dans ce cadre, vous dites la nationalité, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que ne soit président de la République
que celui qui est né d'un père et d'une mère congolais d'origine? Ça, c'est un débat. Enfin, c'est un débat. C'est un débat. Je ne vais pas donner mon point de vue maintenant. Je vais le donner le jour qu'on aura débat à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que la marche au Congo doit être conditionnée à une autorisation ou ça doit forcément se limiter à juste l'information? Non, ça, ce sont les droits et libertés. On ne doit pas reculer. Quand nous faisons une autre constitution, eh ben, dans tous les acquis qu'il y a là-bas, oui, on doit les garder. On ne doit pas reculer en matière de liberté, en matière des droits de l'homme, en matière de création des partis politiques, des syndicats et autres. Le chapitre sur les droits de l'homme doit rester tel quel. OK. Non, dans donc, pour aussi on va voir l'enseignement et tout. Pour vous, comment vous concevez l'enseignement sous la 4e République? Comment l'enseignement doit s'organiser? Faut-il avoir 4 ministères pour un seul domaine, le ministère de l'EPST, le ministère de l'ESU, le ministère de la recherche scientifique, le ministère de l'enseignement professionnel, tout ça? Faut-il avoir le même format ou vous pensez qu'on doit tout inclure dans le ministère de l'éducation? Ça fait moins de coûts et on continue. Ben, je pense que le ministère de recherche scientifique peut être à côté, oui, mais il faut qu'il y ait un ministère d'éducation nationale qui englobe avec un peu des vice-ministres pour qu'on puisse concevoir une politique globale par le ministère qui part du primaire, secondaire et autres, et qu'on améliore aussi la qualité de l'enseignement. C'est déjà très bien, comme le président actuel a instauré la gratuité de l'enseignement au primaire. Maintenant, il y a le défi de la qualité. Oui. Vous savez, nos enseignants ne sont jamais formés, ils ne sont pas recyclés, mais ils sont dépassés. La pédagogie qu'ils ont là, ils entrent en classe, exposent un sujet, comment s'expliquer, ça c'est une vieille pédagogie. Donc, il faut maintenant voir comment faire pour améliorer la qualité de l'enseignement. Bon, vous êtes fort dans ce domaine parce que vous avez l'une des meilleures écoles de la ville, sinon du pays. Votre école enseigne l'anglais, enseigne le français et même à expérimenter. On n'enseigne pas le français et l'anglais. On enseigne en anglais et en français. Ah, en anglais et en français. Oh, oui. J'enverrai mes enfants en tout cas pour l'anglais. Mais puis après, on nous dit aussi que votre école a expérimenté l'école e-école. Au niveau déjà de l'école, vous aviez, pendant la Covid, vous avez respecté le programme. Les enfants étudiaient à la maison. Bah, bien sûr, pendant la Covid, on n'a pas été perturbé. Vous savez, souvent, je n'aime pas mélanger. Hein. Je comprends, mais c'est pour l'enseignement. Non, mais c'est pour l'enseignement. On parle du modèle enseignement. Le modèle de l'enseignement qu'on aura. Quand je parle politique, je n'aime pas parler de ce qui est privé, oui, mais quand même, je vais répondre. Oui. Pendant la Covid, tous nos enfants étudiaient. Chaque enfant était chez eux à la maison. Les enseignants étaient en classe, au tableau, ils expliquaient des histoires, et chaque enfant suivait. Ils ont fait des examens, et puis il n'y a pas compte de retard. Et c'est comme ça que donc, la rentrée scolaire a eu lieu le 26 août, pendant que les autres ont commencé en octobre. Donc ça, on l'a expérimenté. Alors je disais qu'il faut investir autant d'argent dans l'éducation plutôt que dans le Sénat, dans le CINSA, dans la communication sociale. Combien environ pour l'enseignement selon vous? 30%. Moins. 30%. Vous savez, la Corée du Sud s'est développée suite à cela. Parce que le budget là-bas, c'est 35% pour l'enseignement. Et vous, ici, 30%. Quel est le pourcentage qu'on nous donne aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, c'est pas moi, c'est 3 à 5%. Hein. Et d'ailleurs, en pratique, cet argent-là ne vient pas. C'est là que je combats toujours le dépassement budgétaire. Quand le budget de la primature, présidence, on a un dépassement du Parlement, cela veut dire que l'argent qui est affecté au social va vers les institutions politiques, qui déjà au départ, c'était la part du lion. Donc alors, ça doit s'arrêter, ça. Le titre 3 de la Constitution, c'est le titre aimé par vous, les politiciens, et par bien d'autres, et pratiquement toutes les modifications tournent autour que de ça. Parce que c'est l'organisation de l'exercice du pouvoir. Ouais. Comment, dans la 4e République, vous imaginez l'organisation de l'exercice du pouvoir? Mais, on va garder les institutions telles que président, parlement, gouvernement, cours et tribunaux? La différence qui va intervenir au niveau de la Constitution que nous allons soumettre au référendum aux élections prochaines, ça fera seulement que le Parlement va passer d'un Parlement bicaméral à un Parlement monocaméral. Mais en ce qui concerne les institutions classiques, elles vont rester comme telles. Mais comment ça va se passer, les provinces, maintenant? Comment est-ce qu'elles vont être gérées? Parce que la question que les gens ont posée en disant, ben, comment les gouvernements, si on supprime le Sénat, il y aura la conséquence, on supprimera les assemblées provinciales. Et si on les supprime, comment ça va se passer le pouvoir au niveau provincial? Mais les assemblées provinciales, elles sont aussi budgétivores. Elles font partie des décisions que nous voulons qu'on puisse supprimer. Vous savez, à l'époque, on n'avait pas d'assemblée provinciale avant cette constitution.
mais ça fonctionnait. Nous avons un gouverneur. Et d'ailleurs, le gouverneur provincial, eh ben, ça fait le rôle, ça joue le rôle de chef de division provinciale. Il y a une chef de division provinciale de transport, il y a un ministre de transport provincial, ben, ça fait double emploi aussi. Donc, on va étudier comment on va faire pour que le gouverneur soit contrôlé autrement. L'UGF existe et tout, mais tout ce qui concerne... D'ailleurs, ces gens sont impayés. C'est parce qu'ils coûtent très cher, députés provinciaux. Et puis, il y a des endroits où il n'y a pas de bureau d'assemblée. Il n'y a même pas. Ils s'organisent dans des salles des fêtes. Même pas des véhicules de fonction, même pour le président. Mais ça, c'est quoi ça? Donc, il faudrait qu'on arrête. Quand, plus tard, nous aurons assez de moyens, quand nous aurons un budget de 100 milliards, c'est possible, si on commence à transformer tous nos produits, matières premières et c'est un produit fini, nous aurons un budget de 100 milliards. En ce moment-là, oui, de dollars. En ce moment-là, on pourra se permettre le luxe. Ça, c'est un luxe. Dans combien de temps on va atteindre 100 milliards de dollars? Comment? Dans combien de temps on atteindra 100 milliards de dollars? Non, enfin, je ne saurais pas dire, hein, ça c'est au hasardeux. Hein, ça, je dois faire une étude avec un collaborateur. Félix Tshisekedi, président de la République, vous avez parlé de plus de 84 milliards de dollars. On n'atteint même pas 10 milliards. Martin Fayulu nous a parlé de plus de 80 milliards de dollars aussi. Chadari nous avait parlé au-delà de ce montant-là. Mais aujourd'hui, 3 ans de mandat, nous n'arrivons pas à avoir 15 milliards de dollars. Mais comment vous allez avoir ça avec le système actuel dont je vous ai parlé? Ok, nous avons autant de richesses de potentiel ici. Nous avons du bois. Il y a des grumes ici, c'est plein au port de Lonatra, qu'on envoie à l'extérieur à vil prix, parce que ce n'est pas transformé. Nous avons le cobalt, nous avons le cuivre, nous avons le diamant. C'est le jour où on va commencer à les transformer dans notre pays, eh bien, qu'on pourra espérer avoir un budget pareil, créer des emplois. Mais tant que ce n'est pas fait, vous savez, tout président qui viendra sera désavoué, parce que les gens, quand ils n'ont pas d'emploi, eh ben, même si vous donnez de l'eau chaque jour, vous arrangez les routes, ils ne mangeront pas ça. C'est pourquoi, vous voyez, dans des pays comme la France, quand il y a élection, le chômage est toujours au centre des préoccupations. Mais chez nous, on n'en parlait même pas. Parce qu'on n'a pas d'abord les chiffres. Alors, on est dans l'article 70, c'est l'article à problème. Oui. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Quelle est la vraie problématique de cette disposition? Puisque c'est de ça qu'il s'agit, vous proposez que l'on change dans les changements. Il faut enlever le bout de phrase là. Ah. Pour moi, dans la nouvelle constitution, de dire voilà, il reste en fonction jusque. Non, il faut enlever ça. Il soit une contrainte d'avoir les élections dans le délai. Une contrainte. Là, on est sur une ouverture, hein, surtout pour le second mandat. Vous avez vu avec le président Kabila, au premier mandat, il n'y a pas eu le glissement. Mais arrivé au second mandat, parce qu'il devait partir, il y a eu le glissement. On a profité de ces dispositions-là. Oui, donc, comme j'ai dit, les gens qui ont la majorité souvent ont tendance à orienter les lois en leur faveur. C'est comme ils ont fait avec les 2 tours, un tour, en 2011, en février, l'année électorale. On a changé parce qu'on savait que avec les 2 tours, le président Kabila ne passerait pas. Et c'est comme ça aussi. Ils ont mis cette incise pour permettre à ce qu'il y ait un glissement. À mon avis, il faut contraindre les gens à avoir des élections dans le délai. Il faut vraiment enlever ce bout de phrase-là. Et garder donc la logique de la contrainte pour avoir les élections. Ouais, dans le délai. Dans le temps, dans le délai. Oui, oui. Alors, l'article 220, vous en savez quelque chose, l'article 220 dit la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Donc, vous, ce que vous proposez, ce n'est pas une révision, c'est plutôt un changement de la Constitution. Ouais. Et même si c'était une révision constitutionnelle, vous savez, tenant compte du principe du pluralisme des formes, ben, c'est lui qui a décidé, c'est lui qui peut changer. C'est le peuple qui a dit ça. Eh bien, si on veut changer cet article-là, on peut le soumettre seul au référendum aussi. Mais est-ce que c'est opérant, ces mécanismes? Est-ce que ce n'est pas inopérant, finalement? Comment inopérant? Du moment où le peuple a tranché. C'est encore lui. C'est lui qui va déverrouiller. C'est lui qui a verrouillé, c'est lui qui peut déverrouiller. Ah, donc vous allez dans l'hypothèse que c'est le peuple qui a verrouillé l'article 220 et donc il peut le déverrouiller. Il n'y a que lui.
Pourtant, la même constitution dit, cette matière-là, même le peuple ne peut pas. Non, on ne peut pas dire ça. Mais parce que, non, on n'a pas dit le peuple. On n'a pas dit le peuple. Hein. Non, on dit aucune révision. Révision, oui, révision. Or, pour le mécanisme de la révision, avec mathématiquement, on revient sur... Il y a le changement. Oui. Il y a le changement. OK? Parce que nous, est-ce que, de quel droit, nous, on peut lier les générations futures? De quel droit? Notre génération va dire, nous, après 50 ans, on ne peut pas toucher à cette constitution. Non, ça n'existe pas. Non, le changement, il est possible. Hein. Les changements, vous pouvez les changer, mais c'est la révision qui vous demandera de réviser sur tout, mais pas ça. On peut soumettre même un article au référendum. On peut poser la question. Mais dans mon cas, moi, je veux qu'il y ait un nouveau projet de constitution pour éduquer tous ces débats-là. Pour écarter ces débats-là, eh ben, il faut qu'il y ait un nouveau projet qu'on va soumettre au référendum lors des élections 2023. Alors, notre émission va s'arrêter, mais avant que l'émission ne s'arrête, est-ce qu'on peut faire une version en lingala un peu plus en résumé pour ceux qui nous suivent? Oza élu ya Tchangu, Oza qui élu ya Tchangu, Oza élu ya Mwamba. Et puis on a élu ya Lukunga. Ah, Oza élu ya Lukunga. Encore non, ce qu'on a dit à Mwamba. Ce qu'on a dit à Mwamba. On a aucun département dans le cas. OK. Secret nous ani. Hein? Secret nous ani. Secret balobagate. Alors, les autres députés, Ozo Senga va changer constitution. Yo le monde a débat ya oba bandela te ba changer carrément tout dans le système ya sika. Bato balingi yo na bo balingi yo te ba lobi que pozali muluba kasayen ozo soutenir kasayen lokola yo pour que bo batela bo konzina bino tikala ya bino. Bato na ba lobi que yo ba pesi yo mbongo ba tindi yo ko tinda pour que loba yango obanda na ko benda bato malembe osala bongo lavage de cerveau jusqu'à ce que bo koma na but ultime na bino bo vani sa fachina bo konzili bela. Réponse na yo ezani ni potalisa biso le bien fondé nango na lingala solo la peuple congolais bisa pona nini polingi ba changer constitution tolongo na 7 poto koma tolongo na 5 poto koma na 7 malobeza yo mengai na linga kate ba débat ya bato ya otanga bato président Sekedi oza koluba FCC cash non na débat wana te au moins depuis na bandia wana tanga mutu moko te na tanga famille politique moko te pambate ezali débat nazo benga débat républicain au moins est démocratique. Alors d'abord makambo na lobi wana ba konsila ngo sikoyo te pour liboso to kanisa ki était dans le bango pour était to bakisila président ça fait 2 ans encore et comment c'est un non ils normal te ki biso ba député to me bakisila sur 2 ans c'est normal te na osenga bango pona nini to c'est ma polémique ça fait 3 mandats ma polémique. Est-ce que la population a changé? Échangé, quand il y a des politiciens qui ont changé, ce n'est pas pour nous, aux Aki na Mikondo, au Longo comme na Gombe, au Somi Ndaku, au Somi Mutuka. Il y a un grand monisco à politique qui s'agiter dans le billet, tous les cas de 5 ans à 7 ans. Dans 2 minutes, je vais expliquer pour Nanini, na Sengi Yango. Ngana Sengi, na moniete politique, ça collé à Misolo et Belin Penza, pour les cas développement en Bokanabiso, koleka matali social. Yango boyebi ete mobu mubimbase eleki tant na tindaki pétition moko na population pour ete basenga to changer to sala révision ya constitution pour to supprimer banstitution oyo ya kolia misolo ebele pour pamba za makisa conseil économique et social c'est ça commission des droits de l'homme CENI, Sénat, l'Assemblée provinciale, j'ai un bongo ébélé trop. C'est-à-dire politique, ils ont un bongo pour les membres de développement. Donc, bongo, ce qui, de l'ongoli yango, na constitution na biso, mais ce roi a été ekende, exemple, l'agriculture, na bilanga, na élevage, na pêche, ils sont bongo wana, et c'est le service pour être, tout son mandou qui est belé, tout faut être banamboka pour être, ceux qui va payer voisin, et mais qui quoi attaquer les biso, to beta bango to na bango tie pa na bango to annexe bango ndenge Israël asalaka tala le Poutine na ba to sa mingi pamba te parce que asarme makasi mosolo wana ko sa na bongo ko sala banzela ko la musa miba ko la musa onatra chemin de fer mais baza ko yango misolo pamba ata tu Sénat de l'eau to pe de l'eau comme côté parce que mosala moko na Assemblée nationale l'Assemblée provinciale et qui bebo baza impayé parce que misolo et c'était futa bango. Là qu'on a payé sur ce que ma ponami tous les 5 ans et zali kuya pe mbongo ebele ndakisana 2018
ma pona mezo qui 1 milliard 200 millions. Ils ont le coup là, mon nyonso, il faut dépenser 120 millions de dollars. Bongo, surtout l'équipe de 5 ans à 7 ans, 2 ans wana, et cela a été gagné 220 millions de dollars. Na 1 milliard, autre par 5 ans, autres soumis, mais ce wana conseil c'est biso pour na matali social et la population. Mpeli susu, il faut tout ça ma casse pour été. Nkitana biso lokola ba cuivre diamant or coltan et kendaka bongo te na mikili ya poto na état brut to gagner loko moko ya malunga te. Il faut tout ya ba usine awa na mboka na biso pour transformer yango pour bana mboka ba so misala ba compagnie wana attention ya ba minere mais ezala awa ba futaka ba impôt na ba taxe pe ba to mosa futaka ba hyper na bango mboka etomboma. Donc démarche nangai isa pona bolamu ya population poete misoda mboka ekeleka na politique mais surtout na makambo etali développement ya mboka na biso. Et puis surtout sali yango to appliquer yango sécurité ba sénateur baza wana mandala bango il faut ici là même ba députés provinciaux même mais sikoyo soki constitution électeur na référendum autre sana nzela moko na mapona mi ya 2023 moko ja sikawa koya na ba député ba koya sima bango ndesko ba koyi ko bénéficier na makambo wana ya septennat. Est-ce que pas tous ces émissions ba pesi mbongo te o sala ngo pona camp politique mon côté na je crois na lingi comme le belate bato balandi ngai ba mo nde tirer conclusion est-ce que ba yim na lobby awa ezali kambo ya camp moko to ezali kambo ya camp ya général donc na ko se justifier te mais attends le bao na ko pesa ngambon na ko pesa mo bah to éviter bato ko profiter na bango directement na ko profiter parce que makambo na ba za pour l'avenir. Oui, mais à venir, il y a bateau pour postuler comme président Bazali. Mais est-ce que on a pensé un bon pour yango? Est-ce qu'il y a bien koleka? Mon tongo na bien koleka après ma pour ami wana. Boni ba ngai dans cette dire politique. Jamais et puis on a la caméra boyé. Mon toi ça a vu compter à lo bayango. Jamais na kenda ko singa mbongo quelque part. Moi on a salaka. Bon poste. Hein? Poste ça doit nanga. Parce que ce qu'on a dit parti politique, on a eu des députés dans l'Assemblée nationale, on a droit, comme Sukoyo, il faut un ministre, normalement. Si c'est raté pour tricherie, M. Bati Salaki. Pambate, on a un groupement, on a 5 députés, ok? Ils ont 1%, ils ont 1%, il y a des députés dans l'Assemblée nationale. Mais, ils ont des frustrations, de une constitution avec dignité. Parce que, et c'est l'équipe. Donc, il y a d'autres Isaïe, il y a une partie moko, il y a une partie. Ce qu'on a un débat à bateau, on a une dignité. Ok, ben ça, il y a un débat, c'est-à-dire, parce que c'est toi qui m'as mis là-bas. Il n'y a pas de débat. Moi, je comprends, mais c'est la réalité. Il y a pas toi, c'est le terrain qui en parle. Quels sont vos rapports aujourd'hui d'ancienne famille politique qui a circonstance aux élections dans le FCC? Mais ça va congolais. Vous avez un bon rapport? Bien sûr, on a un bon rapport. L'ancien président? Mais pourquoi pas? Pourquoi tous un mauvais rapport? Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas bon? Dans une zéla nangai, na répondre na demande au chef d'État Lansaki, tu vas rejoindre et ben et puis ça fait une pourtant ya kala. Ya banda kala parce que avec le président Kabila, est-ce qu'il y a une transition? Au moins mais famille politique nangai, famille politique toi qui na IDPS banda kala. Hein? On a bandi qu'on a IDPS à 22 ans, vous savez. Oui, 22 ans. Mais tant que le pouvoir est qu'il y a une place. Non. Ouana bisonu se gendaki. Tu veux dialogue biso banso après dialogue sur le gouvernement moko ya batu nyonso. Mais ba mibo nyonso de kaki wana banda 84. OK? Kana opposition. Omoni de temps que to sali dialogue, hein? Ndeto sangane tsko ska moko to gouvernement. Mais ngas qu'on a dit ma solo wana te. Na nyango suze. Ma solo na ngo sko ma solo ya constitution pour na bulamu ya peuple, pour na bulamu ya mboka, na lingi ba opposition ba argument na on a le biwana. Ils étaient à bateau pour la Tshisekedi, ils ont Mouba, et FCC, cash. On a pas débat, on a si manangai. Ok, alors au PCB Nzela, il y a tout récolté bas propos, tout récolté bas arguments contraires à Oyayo, tout opposé l'an prochainement. Non, d'abord dans la Saki Webi qui étant on a PCK Baïté Nangawana, de l'idée à Saki réaction contre président Sesanga, donc honorable Olivier Kamitato. N'a pas de débat. Sur Balengi. Alors, donc, M. Sesanga, vous avez entendu, M. Olivier Kamitato aussi,
Le plateau est ouvert. Si vous êtes disposé, rencontrez l'ancien ministre autour d'un débat intellectuel, pas des noms des gens, mais vraiment un débat sur le principe. Il est très ouvert. Je suis ouvert et je suis prêt. Merci beaucoup, monsieur Mbikaï. Vous êtes honorable, je rappelle que vous êtes honorable. Vous avez été plusieurs fois ministre dans plusieurs gouvernements. Et vous êtes un ancien, je ne sais pas, là j'ai toujours du mal à dire ancien ou actuel directeur ADT. Directeur de département en détachement, ouais, ancien ADT à Onatra. Très bien. Et vous êtes élu de Mwamba cette législature, mais la législature passée, vous étiez élu de Tchangou, de la Tchangou. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était la première fois, mais nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup pour votre invitation et félicitations parce que vous faites de plus en plus du succès. Hein. Merci. D'accord. Mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits. Messieurs, dames, Tanguy Koki.